Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet entretien. Nous avons la chance d'accueillir et l'honneur d'accueillir Philippe Aghion pour cet entretien. Quand je dis accueillir, d'ailleurs, c'est un peu excessif, c'est un peu abusif, puisque c'est plutôt Philippe Aghion qui nous accueille. Nous sommes au Collège de France. Philippe Aghion, vous êtes professeur au Collège de France. Vous êtes issu d'une lignée importante. Les professeurs au Collège de France sont des gens qui ont marqué l'histoire de l'économie dans ce pays. Alors, notre entretien va se dérouler un peu suivant un schéma qui va désormais être traditionnel. Je vais vous présenter, vous poser deux ou trois questions un peu personnelles. Ensuite, on va revenir sur vos travaux. Et puis, je confierai la parole à Christina, qui fait partie de cet entretien, qui vous posera aussi des questions. Et puis, on tirera un mot de conclusion avec une sorte de volonté de synthèse, si tant est qu'on puisse synthétiser toute votre œuvre. Alors, Philippe Aghion, vous êtes professeur au Collège de France, vous avez été professeur à Harvard, vous êtes professeur aussi à l'INSEAD. La première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous a guidé vers l'économie? Vous aviez fait au départ plutôt des études de mathématiques, vous avez fait une école normale à partir d'un concours de mathématiques. Qu'est-ce qui vous a mené vers l'économie? En fait, parce que j'étais militant politique. Alors, si je vous dis où j'étais militant, vous allez stopper l'interview immédiatement. J'étais plutôt à gauche du spectre politique. Voilà, donc donc j'étais militant, mais je voyais bien que bien, on brandissait des arguments économiques. Le parti où je militais, mais d'autres partis également. Et ça avait toujours l'impression qu'il y avait une cohérence dans ce que disaient les gens, mais ils disaient des choses différentes. Donc je me demandais comment ils peuvent tous avoir raison. Il doit y avoir un critère qui me permet de dire si l'un a raison, l'autre a tort. Donc j'ai commencé à me questionner. Et c'est ce questionnement qui m'a fait venir vers l'économie. J'ai dit, il faut quand même que je comprenne ce que c'est que l'économie, parce que sinon je sens que je suis handicapé. Et donc, mais c'était aussi l'idée de dire, il faut comprendre le monde pour le transformer, quoi. C'est vraiment, je ne peux pas, si je ne comprends pas l'économie, comment je vais pouvoir contribuer avec d'autres à rendre le monde meilleur, à améliorer les choses, si je ne comprends pas les rouages de l'économie. Et c'est ça qui m'a amené vers l'économie. Mais c'est venu d'un engagement politique au départ. Et est-ce que vous avez évolué du fait de l'économie ou est-ce que c'est le temps qui vous a fait évoluer? Vous savez, Ronald Coase, qui était des prix Nobel, disait qu'il a été membre du Parti travailliste en Angleterre jusqu'au moment où il s'est mis à étudier l'économie. Est-ce que c'est un peu votre cas? Ah oui, c'est ça. Il y a toujours ce dicton, on dit quand tu n'es pas conservateur jeune, tu n'as pas de Quand tu cœur. n'es pas anarchiste jeune, Et quand tu n'es pas et quand tu l'es conservateur encore, âgé, tu es. voilà. Voilà. Non, en fait, non, j'ai toujours cru, enfin voilà, dans l'idée de la mobilité sociale, c'est toujours des valeurs dans lesquelles j'ai cru. C'est vrai que le monde a changé. Au début, dans ma jeunesse, je croyais dans l'économie socialiste, l'organisation socialiste des choses. Et puis, bon, ben, il y a eu l'effondrement du communisme, et puis l'économie de marché a montré, il y avait une époque, vous savez, Oscar Lange, par exemple, on pensait que finalement, l'économie socialiste et l'économie capitaliste, c'était à peu près équivalent, quoi. Même De Gaulle lui-même avait cru à un moment donné, je ne sais pas s'il n'a pas dit ça à Staline ou à des dirigeants de l'Union soviétique, bah, on a deux systèmes et finalement, on finit par faire la même chose qui est de produire et de distribuer. Donc il y avait une vision à l'époque que finalement, les deux systèmes se valaient plus ou moins. Tu pouvais choisir. Milton Friedman le critiquait quand même. Voilà. Mais Milton Friedman, c'était un pestiféré. On ne le regardait pas trop. On dit, oulala, celui-là était quand même très. Mais entre les néoclassiques et les marxistes, à l'époque, on se disait, bon, voilà, il y a deux. Et puis finalement, on a compris que non, le système qui marche, c'est l'économie de marché, quoi. Même la Chine, maintenant, est devenue un pays capitaliste. C'est-à-dire, et la Russie, elle s'est aussi convertie. Donc on sait qu'il y a eu un test darwinien qui a été gagné par l'économie de marché. Voilà, c'est qu'un fait. Et que, en fait, le meilleur système pour produire des richesses, c'est l'économie de marché. Après, tu peux décider comment tu l'organises. Tu as des variantes. Le capitalisme danois n'est pas le même que le capitalisme américain, mais on en parlera sans doute. Mais c'est évident que il y a eu l'effondrement du communisme et la preuve a été faite que, notamment pour l'innovation, et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est l'innovation, les économies innovantes, c'est les économies de marché. Oui, on n'a pas trouvé de meilleur système que l'économie de marché pour générer de l'innovation. Bon, et bien, puisque nous sommes tous d'accord autour de cette table pour considérer que l'économie de marché est la plus efficace, on va revenir à vos travaux plus spécifiques sur cette économie de marché. Alors, quand on analyse votre œuvre, le mot qui vient naturellement à l'esprit, d'ailleurs, il y a un livre qu'on voit en ce moment sur l'écran qui y fait référence, c'est destruction créatrice. Alors, destruction créatrice,
c'est Schumpeter, mais vous êtes un des personnages en ce moment qui travaille le plus sur cette notion, qui a le plus renouvelé cette notion. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice et qu'est-ce que c'est pour vous, non, indépendamment de ce que c'est pour Schumpeter, qu'est-ce que c'est pour vous? Voilà, la destruction créatrice, c'est cette idée que les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Voilà, le nouveau remplace l'ancien. Quand j'invente l'ordinateur, eh ben, je mets la machine à écrire au rebut. Voilà, ça c'est la destruction créatrice. Mais donc Schumpeter avait cette idée que, évidemment, ça pouvait être un moteur de quelque chose, l'innovation, et que l'innovation allait de pair avec la destruction créatrice. Si vous voulez, il n'y avait pas de... Quand j'ai commencé à faire de l'économie, il n'y avait pas de modèle de croissance qui incorporait la notion de destruction créatrice. On parlait de Schumpeter comme une curiosité. Schumpeter s'était enseigné, parmi d'autres, dans une histoire de la pensée économique. Mais il n'y avait pas... Quand on faisait un cours classique d'économie avec la partie croissance, qu'on appelle mainstream economics en anglais, ben, on n'enseignait pas du tout l'économie schumpeterienne. Donc moi, ce que j'ai fait avec Peter Howitt, c'est que j'ai développé un modèle de croissance, donc avec des équations, un vrai modèle, qui incorpore la notion de destruction créatrice. Et ce modèle est basé sur les 3 idées suivantes. La première idée, c'est que la croissance de long terme provient de l'innovation. D'accord ? L'innovation cumulative, chaque innovateur bâtit sur le savoir existant généré par les innovateurs qui l'ont précédé. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, c'est les entrepreneurs, les innovateurs qui innovent, mais parce qu'ils sont motivés par la poursuite de rentes d'innovation. Si j'innove, eh bien j'ai des rentes pendant un certain moment, je produis quelque chose que les autres ne produisent pas, ou je produis moins cher que les autres, et ça me donne en tout cas pendant un certain temps un pouvoir de monopole, des rentes de monopole. Donc je produis parce que j'innove, parce que j'espère avoir des rentes d'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations rendent les anciennes obsolètes. Mais ce qui est intéressant dans ce paradigme que nous avons construit avec Peter Howitt, c'est qu'il y a au cœur du processus de croissance une contradiction. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais de l'autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouveaux entrants, de nouveaux innovateurs qui iraient les remplacer, parce qu'ils ne veulent pas, eux, être victimes de destruction créatrice. Et donc cette contradiction, elle est au cœur du système. Et réguler le capitalisme, c'est comment gérer cette contradiction. Il faut à la fois essayer d'avoir des rentes, mais il ne faut pas que les rentes soient utilisées pour empêcher de nouveaux innovateurs. Alors comment fait-on pour lever cette contradiction ? Pour lever cette contradiction, il y a un certain nombre de politiques. En fait, un des leviers importants, c'est la politique de concurrence. Il faut pouvoir dire, ben voilà, on ne peut pas mettre des barrières à l'entrée ou lutter contre le lobbying. Il y a du bon et du mauvais lobbying, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui font du mauvais lobbying, c'est-à-dire font pression sur les gouvernements pour empêcher l'arrivée de nouveaux innovateurs. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une vraie politique de concurrence. Réguler les fusions-acquisitions, permettre les bonnes fusions-acquisitions, mais ne pas permettre les mauvaises qui font barrage, qui découragent l'entrée de nouveaux entrants. Alors évidemment, ça pose un problème parce que les entreprises en place vont essayer de faire du lobbying pour ne pas changer la politique de concurrence, pour faire en sorte que les gouvernements ne mettent pas en œuvre des nouvelles politiques de concurrence. Et là, la société civile est très importante parce qu'elle est là comme watchdog. Elle est là pour contrôler qu'il n'y a pas trop de collusion entre les entreprises en place et les pouvoirs en place de façon que vraiment une politique de concurrence puisse être mise en œuvre. Donc c'est très important, le triangle, il faut les entreprises pour innover, il faut les gouvernements pour réguler, et notamment pour mettre en œuvre la politique de concurrence. Il n'y a pas que la politique de concurrence, mais la société civile, c'est-à-dire les médias, les électeurs, ça c'est très important pour dénoncer des cas de collusion. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu un article très intéressant récent de Zingales et Eric Posner, qui est le fils du grand Richard Posner, montrant qu'il y a une collusion entre les grandes entreprises en place et la Cour suprême pour justement empêcher vraiment des changements dans la politique de concurrence américaine. Donc ça, c'est là que la société civile, avec les limites, elle est indispensable pour justement dénoncer ce genre de collusion. Et donc, vous parlez de Zingales. Zingales s'est fait connaître aussi pour avoir lancé cette idée de capitalisme de connivence, de crony capitalism. Voilà, absolument. Est-ce que ce crony capitalisme n'est pas une sorte de fatalité? Est-ce qu'il n'y a pas, par-delà les actions de la société civile, par-delà les actions des médias, par-delà les actions de certains partis politiques, une sorte de fatalité dans le capitalisme à devenir un capitalisme de connivence? Il y a toujours, même Schumpeter lui-même avait cette crainte que les premiers innovateurs fassent obstacle aux innovateurs suivants. Donc il y a ce danger toujours. Il y a notamment le phénomène de stagnation séculaire, c'est-à-dire la baisse de la croissance aux États-Unis
depuis les années 2000. Qu'est-ce que ça a été? C'est quand il y a eu la révolution des technologies de l'information, il y a eu, ça a donné d'abord beaucoup de croissance, et ça a été l'émergence des GAFAM, notamment. Quand elles se sont développées au départ, elles ont poussé la croissance américaine. Mais ensuite, elles sont devenues un frein à la croissance parce qu'elles ont découragé, en faisant des fusions-acquisitions, elles ont fini par décourager, elles sont devenues tentaculaires, et elles ont fini par décourager l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. Et effectivement, il y a sans arrêt ce danger-là. Mais c'est pour ça que c'est important qu'il y a des débats aux États-Unis sur comment modifier la politique de concurrence. Donc ça, c'est très important. Et donc je pense que Zingales a raison d'avoir cette crainte, mais le capitalisme continue quand même, l'innovation continue. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des contre-feux. Et les contre-feux, ben, c'est les élections. Par exemple, on a élu Biden aux États-Unis. Trump avait certaines connivences, peut-être Biden en a d'autres, mais les électeurs, ça joue un rôle. La presse, ça joue un rôle. Vous jouez un rôle fondamental. Voilà, c'est jamais parfait, mais on arrive quand même à surmonter ce problème, puisque finalement, le capitalisme a quand même continué. Si ça avait été aussi dramatique, on n'aurait pas vu quand même une succession de vagues technologiques, la révolution de l'IA après la révolution d'éthique, etc. Et on voit quand même que ça continue. Donc ça fonctionne quand même, mais pas imparfaitement. Alors, il y a un autre mot qui est associé à vos travaux, c'est croissance endogène. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Et quelle est l'actualité de cette notion de croissance endogène? L'idée de croissance endogène, avant, les premiers modèles de croissance, c'était des modèles où, si vous voulez, la croissance venait surtout de la croissance de la population ou de l'accumulation de capital. C'est-à-dire qu'on ne causait pas la croissance. Ou bien ça venait de la croissance de la population, d'accord, ou bien ça venait du fait qu'on considérait qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le progrès technique, qui arrivait comme ça, on ne sait pas d'où. Dans le modèle de Solow, le progrès technique, c'est une donnée, d'accord. Dans d'autres modèles, c'est disons, la conséquence involontaire du fait qu'un certain nombre d'entreprises accumulent du capital et elles génèrent des externalités technologiques. Et ça crée du progrès technique. Il y avait l'idée que ce n'était pas voulu. La croissance endogène, c'est de dire non. La croissance de la productivité, elle résulte d'investissements en R&D notamment, en innovation, qui fait qu'il y a progrès technique. C'est ça la croissance endogène. La croissance endogène, alors les premiers modèles de croissance endogène, c'était des modèles où c'était l'accumulation de capital par différentes entreprises qui généraient, par un phénomène d'externalité, disons de learning by doing collectif, générait de la croissance. D'accord? Ça, c'est les premiers modèles de croissance endogène. Mais le modèle schumpeterien, c'est un modèle où la croissance endogène vient du fait que, justement, quand je vous ai parlé de mon modèle, l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte d'investissements, d'entrepreneurs qui poursuivent des rentes d'innovation en innovant. Alors, et c'est comme ça que c'est endogénisé. Dans le modèle schumpeterien, la croissance, elle est endogène parce que le progrès technique, c'est de l'innovation qui résulte d'activités d'entrepreneurs. Et donc, du coup, c'est très important parce que ça veut dire que les politiques et institutions vont influer sur la croissance parce qu'elles vont influer sur les incitations qu'ont les agents à faire. Si, par exemple, je mets Piketty ministre des Finances, je peux vous garantir que la croissance de la productivité chute parce qu'il va décourager l'innovation. Il va mettre les impôts tellement élevés qu'il va exproprier les innovateurs. Voilà. Alors déjà qu'on n'est pas très bien parti sur la productivité, comment vous expliquez justement, alors que Piketty n'est pas encore ministre, comment vous expliquez que la productivité soit plutôt en berne, c'est-à-dire qu'elle stagne, voire il y a même certains pays du G7 où on considère, l'Italie, peut-être la France, que la productivité est en train de baisser? Alors je vous ai expliqué là, le phénomène de stagnation séculaire. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'il y a eu la vague d'éthique, mais ça a donné lieu à des entreprises très très tentaculaires qui ont fini par décourager l'entrée de nouvelles entreprises. Si on regarde les taux d'entrée de nouvelles entreprises, depuis les années 2000, ça a baissé. Donc ça explique le déclin de la croissance de la productivité aux États-Unis. Alors en Europe, je pense que c'est également le fait que, après le Covid, il y a eu de l'inflation, puisqu'il y avait beaucoup d'épargne qui ne demandait qu'à être dépensée. Donc il y a eu tout d'un coup un excès de demande. Et la réaction qu'on a eue à l'inflation en Europe n'a pas été très proactive, quoi. On a augmenté les taux d'intérêt, mais il n'y a pas eu un côté offre. Vous savez, quand il y a de l'inflation, c'est tout d'un coup l'excès de demande qui augmente et dont les prix augmentent. Il y a deux manières de résoudre la demande. Une façon, c'est de réduire la demande. C'est ce que vous faites en augmentant les taux d'intérêt. Mais l'autre façon, c'est d'augmenter l'offre. Et aux États-Unis, ils ont fait les deux. Ils ont été très malins. Ils ont fait une augmentation de taux d'intérêt, mais après, ils ont fait la Inflation Reduction Act, IRA, qui est une politique industrielle, qui est une politique de l'offre, pour également réduire l'inflation. Donc c'était une politique en augmentant l'offre.
Et en Europe, on est beaucoup moins mobile que les Américains. Là, les Américains ont été bien meilleurs que nous. Ils ont fait les deux. Et nous, en Europe, on a augmenté les taux d'intérêt, donc ça fait baisser la croissance chez nous. Et il n'y a pas un pendant politique industrielle en Europe. C'est pour ça que plusieurs maintenant think tanks européens réfléchissent à l'idée de dire, eh bien, il y a de la politique de concurrence en Europe, mais il faudrait aussi de la politique industrielle. Et pensez-vous que la productivité est bien mesurée? Alors, il y a autre chose, effectivement. Je pense que la productivité et la croissance de la productivité ne sont pas bien mesurées, notamment tout ce qui est dû à la destruction créatrice, parce que vous savez, souvent, quand on mesure la croissance, on mesure parce qu'il y a ce qui est... Si, par exemple, je vois le prix d'un bien augmenter, ça peut être en partie parce que c'est de l'inflation pure ou parce que la qualité du bien s'est améliorée. Et c'est comme ça qu'on essaye de voir qu'est-ce qui est inflation, qu'est-ce qui est... Donc, en général, on utilise des biens qui ont existé hier et aujourd'hui, des produits. On regarde et on peut plus ou moins savoir qu'est-ce qui est augmentation de qualité, qu'est-ce qui est inflation. Mais quand il y a vraiment de la destruction créatrice, de nouveaux biens en place d'anciens biens, eh bien, on ne peut plus dire parce que qu'est-ce qui est inflation ou pas, parce qu'il n'y a pas le hier et le aujourd'hui pour ces biens-là. Et ce que font les instituts statistiques en général, c'est qu'ils font de l'extrapolation. Ils excluent les biens sujets à destruction créatrice et ils ne calculent l'inflation que sur la base des biens qui n'ont pas été remplacés. Or, les améliorations de qualité sont beaucoup plus importantes quand il y a des destructions créatrices que quand il n'y en a pas. Donc, exclure les biens qui ont été sujets à destruction créatrice dans ce calcul, qu'est-ce qui est augmentation de qualité, qu'est-ce qui est inflation pure, ça fait qu'on sous-estime l'augmentation, la croissance de la productivité réelle, voyez, et on surestime l'inflation. Donc, c'est vrai que nous, on explique dans le chapitre 6 de ce livre, qu'on tend, la croissance en France, elle est peut-être 0,7 au-dessus de ce qu'on pense. Et dans la plupart des pays, on sous-estime, on ne sait pas bien mesurer. Mais plus généralement, tout ce qui est la dimension qualité du PIB, on sait pas, de la croissance du PIB, ça, on ne sait pas bien le mesurer. C'est un des vieux problèmes de l'INSEE, ça d'arriver. Ça, des vieux voilà. oui. Quand on regarde un de vos prédécesseurs, qui était Edmond Malinvaud, c'était de ses grandes préoccupations quand il était mais c'est très lié à la destruction créatrice. La destruction créatrice rend le problème beaucoup plus compliqué. Alors Schumpeter aussi s'était illustré par son opposition et son hostilité à Keynes à l'époque où il était effectivement professeur à Harvard d'ailleurs. Et est-ce que vous partagez cette hostilité, ce doute sur Keynes et sur l'efficacité des politiques, notamment des politiques budgétaires? Alors, donc là, c'est évident que, par exemple, Keynes était plus malin qu'on le dit. On avait eu le débat sur le CICE. Quand il y a eu le débat sur le CICE, ça a été le tournant de l'offre sous Hollande. Oui. Donc Macron était secrétaire général adjoint et moi je travaillais, j'ai toujours été très proche j'étais très proche de Macron à l'époque et encore maintenant, et pas toujours d'accord, mais proche. Et on a beaucoup poussé pour qu'il y ait le CICE, c'est-à-dire pour le tournant de l'offre. Des keynésiens disaient non, il ne faut surtout pas aider les entreprises, il faut faire que d'augmenter la demande. Mais le problème, c'est que si on augmentait la demande en France, eh bien, essentiellement, ça allait aggraver le déficit commercial et ça allait nous mettre en plus dans une situation encore plus difficile parce que c'était le problème des magnétoscopes, les fameux magnétoscopes. Quand on augmente la demande et qu'on a une économie ouverte, les gens, ils achètent des biens étrangers. Et donc, c'était un problème d'offre. Et donc, ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était au moment où on a fait le CICE, c'est de faire une dévaluation. Mais comme nous n'avions plus la monnaie, on n'avait plus le franc, il fallait faire une dévaluation réelle. Et donc, on a fait le CICE, qui est une dévaluation réelle, en fait. Toute augmentation de CSG ou TVA, c'est comme une dévaluation réelle. Ça a le même effet que la dévaluation. Ça vous donne une bouffée d'air, mais évidemment, il faut après l'utiliser en innovant. Parce que si vous n'innovez pas, vous n'allez pas retrouver votre compétitivité. À court terme, vous pouvez retrouver un peu un souffle de compétitivité en faisant une dévaluation monétaire ou une dévaluation réelle, mais à long terme, la compétitivité, elle vient de l'innovation, parce que c'est l'innovation qui vous rend plus productif. Mais je mentionne ça parce que Keynes lui-même a été à l'origine de la première dévaluation réelle. C'était en 1930, je crois, et il devait faire une dévaluation, mais la livre était arrimée à l'étalon or, et donc il ne pouvait pas faire une dévaluation, et donc il a utilisé les tarifs pour faire une dévaluation réelle. Donc l'idée de dévaluation réelle est due à Keynes lui-même. Donc il faut séparer Keynes de certains keynésiens qui interprètent mal Keynes, vous voyez. Donc je suis sur Keynes, j'ai découvert que c'est quelqu'un de beaucoup plus nuancé qu'on peut penser. Et il y avait autre chose, c'est Keynes, il y avait la notion de animal spirits, et ça vous le savez très bien. Oui. Et animal spirits, c'était aussi l'idée qu'il ne faut pas décourager les entrepreneurs, il faut qu'ils aient les animal spirits. Donc Keynes ne doit pas être réduit... tu sais, Raymond Barre Schumpeter disait « Marx est trop bon pour être laissé aux marxistes ». Je dirais que Keynes est trop bon
pour être laissé aux keynésiens. De la même manière, Keynes est beaucoup plus subtil que certains keynésiens peuvent le faire apparaître. Il y a quand même une chose chez Keynes qui est utile, et qu'on reprend dans la croissance schumpeterienne, la notion de taille de marché. Si j'ai une taille de marché plus grande, je fais plus d'innovation. Donc ça c'est important. Par exemple, l'export, si par exemple de nouveaux marchés d'exportation s'ouvrent à moi, ça augmente ma demande potentielle pour mes produits, donc ça augmente les rentes à l'innovation, et ça fait que j'innove plus. Donc je peux articuler le côté demande au côté innovation, mais il faut le faire intelligemment. Un certain nombre de Il ne faut pas opposer aux politiques. Il ne faut pas opposer l'approche de l'offre et le côté demande. Au contraire, il faut les articuler. Et il y en a certains qui, au nom du côté demande, disent qu'il faut renoncer à toute économie de l'offre. Et là, je pense qu'ils ont tort. Alors justement, il y a un certain nombre de néo-keynésiens qui disent que la transition écologique, la transition énergétique, qui sont les deux enjeux immédiats de notre économie, vont réclamer davantage de dette publique et qu'il ne faut pas s'affoler sur la situation de dette publique et qu'au contraire, il ne faut pas hésiter à baisser les impôts sur certains aspects de la création, de la destruction créatrice, et augmenter la dépense en recherche, la dépense publique en enseignement, la dépense publique porteuse d'innovation. Alors moi, ma réaction là-dessus, c'est de la suivante. C'est d'abord la chose est intéressante. C'est-à-dire que donc, le chapitre 9 du livre est consacré à l'innovation verte. Des études que j'ai faites avec John Van Reenen et David Emous et d'autres économistes, Antoine de chez Le Prêtre qui était à l'OCDE, Ralph Martin, on a montré que des entreprises qui ont innové beaucoup on regarde des entreprises automobiles. Et on a vu que les entreprises automobiles qui ont beaucoup innové dans les moteurs à combustion dans le passé tendent à continuer spontanément d'innover dans les moteurs à combustion. Elles ne vont pas spontanément se convertir aux voitures électriques. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle une dépendance au sentier. C'est important parce que ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que d'abord, spontanément, nous n'allons pas résoudre le problème climatique. Il faut qu'il y ait le gouvernement et peut-être la société civile pour réorienter le changement technique des entreprises des innovations polluantes vers les innovations vertes. Elles ne le feront pas d'elles-mêmes. Le problème, c'est que si on retarde cette action-là, eh bien, les entreprises continuent d'innover dans les technologies polluantes et donc l'écart entre les technologies polluantes et les technologies propres augmente et ça devient beaucoup plus coûteux demain d'engager la transition énergétique. Donc il y a un coût à attendre. Or, pour réorienter l'innovation des entreprises vers les technologies vertes, il faut la taxe carbone, mais il faut aussi une politique industrielle verte. Il faut des subventions à l'innovation verte notamment. Et donc, si je retarde ça en tant que gouvernement, le problème, c'est que ça va être plus coûteux demain. Donc, il y a deux dettes. Il y a la dette publique, mais il y a la dette environnementale. Je veux réduire ma dette publique, mais je ne veux pas laisser en même temps une dette environnementale plus grande aux générations futures. Et c'est ça qui est la nouveauté. Je dois maintenant intégrer la transition énergétique à la politique macroéconomique, notamment la politique budgétaire et monétaire. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de réduire la dette publique, évidemment, mais il ne faut pas le faire sur les dépenses d'environnement et de croissance. Il faut essayer de le faire sur des dépenses récurrentes. C'est ce que j'appelle l'approche Draghi, Mario Draghi. L'idée, c'est de dire, je fais la réforme des retraites, on a eu raison de la faire. Il faut certainement faire des réformes pour réduire ce qu'on donne aux collectivités territoriales qui ne sont pas sérieuses dans la manière. Et là, François Eccal vous expliquera très bien, ou Jérôme Fourquet, en quoi elles ne sont pas du tout sérieuses, les collectivités territoriales. Donc tout ce qui est réforme de l'État, réforme des retraites, ça, il faut réduire, mais pour pouvoir mieux investir dans la croissance et dans l'innovation verte. Voilà. C'est ça l'idée. C'est que toute dépense ne se vaut pas. Toute dépense publique ne se vaut pas. Les dépenses récurrentes ne valent pas des dépenses investir intelligemment dans la transition énergétique, c'est important parce que si on ne le fait pas, alors on augmente le coût pour les générations futures de le faire. Moi, j'aurais une question juste par rapport au CICE. Est-ce qu'avec le recul, vous trouvez que c'est un succès, le CICE, ou pas? Je pense que le tournant de l'offre a été très important. D'ailleurs, maintenant, le chômage réaugmente un peu maintenant parce que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté et qu'on est en croissance faible, mais je pense que le tournant de l'offre sous Hollande a été très important. Donc, je parle du CICE, du pacte de responsabilité. Oui, tout à fait. Je pense que ça a été un tournant important. C'est pour ça, d'ailleurs, quand le chômage avait commencé à baisser, souvent, les gens ont dit « Mais est-ce que c'est dû à Macron? Est-ce que c'est pas dû un peu à Hollande ?» C'est dû un peu à Hollande, mais au Hollande du tournant de l'offre. Conseillé par Macron. Conseillé par Macron. Et donc le C, je ne dis pas que Hollande n'a pas de crédit, mais Macron a le crédit même pour cette partie. Le C, pour rebondir sur ce que vient de dire Christina, c'était compétitivité. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir refaire le CICE parce que la compétitivité de l'économie française n'est plus au rendez-vous, vu le déficit de notre commerce extérieur? Je pense que la meilleure manière de faire la compétitivité, c'est de stimuler l'innovation. Donc je pense que tout ce qui est réindustrialisation par l'innovation
et incitation. Mais ça démarre au niveau de la recherche. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut pas devenir une économie innovante si on taille dans la recherche. Je crois que ça, c'est ce que les Américains, ils ont un formidable écosystème d'innovation qu'on explique dans le chapitre 12 du livre. C'est-à-dire que c'est un système qui couvre tout. D'abord, la recherche fondamentale est beaucoup mieux financée que chez nous. Ils ont des universités beaucoup mieux financées que nous. Ils ont aussi des organismes qui financent de la recherche à long terme. Ils ont évidemment la National Science Foundation, National Institute of Health, mais ils ont des organismes également privés en partie qui financent la recherche à long terme. Ils sont très très bons. Puis ils ont des venture capital risque beaucoup plus développés que nous. Ils ont des investisseurs institutionnels beaucoup plus développés. Évidemment, comme ils ont la retraite par capitalisation, ça aide pour avoir des investisseurs institutionnels, mais on peut faire des choses. Et ils ont la fameuse DARPA, les programmes de politique industrielle américains, c'est-à-dire la Defense Advanced Research Project Agency, qui est une manière de faire la politique industrielle où l'argent vient d'en haut, des ministères, mais vous avez des chefs d'équipe qui sollicitent des projets concurrents. Et ça a été vrai pour l'espace et la défense dans les années 50. Après, ils ont fait la ARPA Énergie. Et après, ils ont fait la BARDA, la Biomedical Advanced Research Development Authority, grâce auquel nous avons été vaccinés tous et nous avons pu sortir du Covid. Et c'est intelligent parce qu'ils font de la politique industrielle de manière pro-concurrence. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de labs. Vous avez vu Moderna, Pfizer, beaucoup de labs. Et ils étaient en concurrence, mais c'était quand même de la politique industrielle intelligente sur les vaccins. Et ben voilà, les Américains ont ce formidable écosystème d'innovation. Et nous, c'est que dans tous ces maillons-là, on est mauvais. En recherche, on est très insuffisant. Et on continue à tailler dans la recherche, ce qui est dramatique. Capital risque beaucoup moins développé qu'aux États-Unis. Investisseurs institutionnels beaucoup moins développés que chez eux. Et on n'a pas du tout l'équivalent des DARPA américaines. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va devenir plus productif au niveau français et européen. C'est en essayant de combler ce risque, ce déficit que nous avons par rapport aux États-Unis. Alors sur la table qui est devant vous, il y a un rapport qui est un rapport sur l'intelligence artificielle. Oui. Et je vais confier la parole à Christina pour vous interroger plus précisément sur ce rapport et sur l'innovation par l'intelligence artificielle, puisque c'est normalement le mot le plus associé en ce moment à l'innovation. Oui, c'est vrai que Christina, alors maintenant, quand on dit innovation, on pense à l'IA. Oui. Donc, c'est Elisabeth Borne qui a souhaité installer cette commission de l'intelligence artificielle à Matignon et qui a nommé donc qui vous a nommé en tant que coprésident d'une commission de 13 experts. Oui. Vous avez remis le rapport à Gabriel Attal le 15... Non, on l'a remis au président. Au président, donc c'était le 15 mars. Oui. Et donc, il y a plusieurs points abordés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous pensez qu'il suffit de capitaliser sur les IA qui ont été développées par les Américains, ou est-ce que nous devrions créer nous-mêmes notre propre IA au niveau de la France, au niveau européen en général? Oui, d'abord, donc le rapport, en fait, l'idée est venue de Bercy, en fait, au départ. C'est devenu de chez Le Maire, en fait. C'est les gens de chez Le Maire qui ont composé la commission. Et ensuite, bon, c'était sous Borne que ça a été lancé, mais vraiment le crédit revient beaucoup à Bercy, il faut le dire. Et on a remis le rapport au président il y a 2 semaines. Donc nous, ce qu'on pense dans le rapport, donc d'abord, je vais dire la chose suivante. Ce qui est un peu original dans ce rapport, c'est que d'abord, il y a une analyse économique, des effets économiques de l'intelligence artificielle. Oui. Alors d'abord, il y a toute la première partie, on montre que d'abord, il y a un potentiel de création d'emplois avec l'IA. On fait la première étude avec beaucoup d'entreprises, on compare des entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle et des entreprises similaires qui ne l'adoptent pas, les effets sur l'emploi. Et on voit que globalement, elles créent de l'emploi. Alors qu'il y a toujours une idée que ça allait... Alors, il y a des emplois détruits, mais globalement, ça détruit ça. Pourquoi? Parce que ça vous rend plus productif. Et comme vous devenez plus productif, eh bien, vous devenez plus compétitif, vous augmentez la taille de votre marché. Je reviens à l'effet de marché. Et du coup, vous avez une demande plus grande pour votre produit. Et du coup, vous produisez davantage et vous embauchez davantage. Donc cet effet, déjà, on met en évidence cet effet création d'emplois. En montrant qu'il n'est pas uniforme. Il y a des emplois qui seront menacés, mais des emplois moins menacés. D'accord. Ensuite, on montre qu'il y a un potentiel de croissance de l'IA. Parce que l'IA, notamment, non seulement automatise des tâches dans la production des biens et services, mais elle automatise des tâches dans la production des idées. Elle automatise la production des idées en partie. Donc elle augmente la productivité de la recherche. Vous voyez, je vous dis tout à l'heure, la croissance, ça vient de l'innovation. Je fais de la recherche qui donne de l'innovation. C'est une fonction de production. À partir de recherche-développement, je produis de l'innovation. Eh bien, l'IA est un outil formidable pour rendre cet investissement beaucoup plus productif.
je fais de la recherche beaucoup plus vite quand j'ai l'IA à ma disposition. Donc ça, simplement, si j'extrapolais sur la base des innovations, des grandes révolutions technologiques, électricité ou révolution Internet, je me dis maintenant, on devrait avoir un surcroît de croissance d'1% pendant 10 ans. Mais on pense que parce que l'IA automatise la production des idées également, ça devrait être un potentiel de croissance encore plus grand que ça, et plus durable que ça. Donc c'est ça qu'on explique dans le rapport. Mais d'un autre côté, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a eu le problème de la concurrence. Dans le cas des technologies de l'information, il y a eu les GAFAM qui ont empêché. Là, dès le début de la révolution de l'IA, dans les segments, les données, le cloud, les puissances de calcul, on voit que c'est dominé par quelques gros, quoi. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même plus de concurrence dans ces segments amont de la chaîne de valeur de l'IA. C'est pour ça que c'est important. Et la France, c'est important qu'elle ait sa puissance de calcul, qu'on n'ait pas tout le temps besoin de la puissance de calcul américaine, qu'on puisse avoir notre propre puissance de calcul. C'est pour ça que nous poussons à la fois pour avoir de la concurrence. Donc on est très pour la concurrence. Pour nous, le DMA, tu sais, qui est ce Digital Market Act, on est pour l'étendre à toute la chaîne de l'IA, pour qu'il y ait vraiment de la concurrence, pour que les gatekeepers, les gens qui dominent les réseaux, n'empêchent pas des gens d'entrer. Donc on est vraiment pour aller beaucoup plus loin dans la politique de concurrence. On est pour le open source complètement. On pense que c'est très important d'avoir l'accès libre. Donc ça pourrait être très concurrence. Mais en même temps, on est très politique industrielle. Et on est pour que la France, on est pour créer un fonds à 10 milliards d'euros pour que la France, et on est pour que la France, qui serait abondée en partie par l'État et par les privés pour cette puissance de calcul, etc. Et on est pour que la France investisse 5 fois 5 milliards, le gouvernement français, dans l'IA. Voilà. Parce qu'on veut à la fois développer des acteurs d'IA, les aider à se développer, mais on veut aussi diffuser l'IA dans l'ensemble de l'économie française. Et donc pour ça, on pense qu'il faut ce budget de 5 fois 5 milliards. De ce que j'ai lu, j'ai compris que l'IA a aussi un impact sur notre Weltanschauung, notre vision du monde. Et donc, c'est important aussi, parce que les questions qu'on pose, après, on n'aura pas forcément les mêmes réponses voilà, en France ou aux États-Unis. Donc, il y a aussi un intérêt. Mais la France, la France a un atout, parce qu'en France, on a de très bons mathématiciens et de très bons ingénieurs. Et il se trouve que parmi Yann Lequin et d'autres, les grands acteurs de l'IA sont souvent français. Mais ils partent aux États-Unis. Il n'y a pas de raison, il faut les ramener. Oui. Et donc, il faut qu'on ait aussi un pays, par exemple sur la recherche, il faut qu'on ait, pour faire pas une exception IA, mais en tout cas un pilote IA, enfin on appelle ça exception IA, mais dans l'idée de dire, pour montrer qu'il faut le faire partout, pour que les gens aient envie de faire de la recherche en France, quoi. Alors pour faire de la recherche, il faut qu'ils aient les moyens de le faire, donc il faut qu'on puisse bien les payer, il faut qu'il y ait la puissance de calcul accessible en France, mais aussi pour les données, par exemple les données de santé, on a des formidables données de santé en France, mais vous savez qu'il faut toujours des autorisations préalables, et nous on est pour supprimer l'autorisation préalable pour les chercheurs qui veulent utiliser des données de santé, et de façon à aller beaucoup plus vite en recherche en santé, ce qui va permettre à la France d'innover encore beaucoup plus vite dans ce domaine où la France est leader. Donc la France a des atouts, les données, tout ce qui est santé, plus les ingénieurs, les mathématiciens, etc., nous avons des atouts. Et la France est un des grands acteurs en IA. Et donc il faut simplement stimuler ça, mobiliser ses forces. Est-ce que vous pensez qu'à un moindre niveau, par exemple, est-ce que les banques françaises ont intérêt à sensibiliser l'ensemble des employés à l'IA? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Je pense que la sensibilisation doit être dès l'école primaire, dès l'école quand même maternelle. Il faut voir les bons et les mauvais usages d'IA. On est pour faire des cafés IA. On est pour faire des grands débats sur l'IA, pour que vraiment la population s'approprie. On est ensuite pour que dans l'enseignement supérieur, il y ait toujours un aspect IA. IA et droit, IA et chimie, qu'à chaque fois on voit comment l'IA, vous êtes dans votre matière à vous. Ça, on pense que c'est très important. Et puis après, il faut former, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, des gens qui vont développer l'IA et le développer dans l'ensemble de l'économie, quoi, et déployer l'IA dans l'économie. Donc on a ces 3 niveaux de formation IA. Oui. Est-ce que, par exemple, dans une école de commerce comme ESCP, comment on pourrait positionner l'IA dans le parcours académique? Des idées? Je pense que ça devrait être dans l'IA à tous les niveaux. C'est comment, par exemple, le management, comment l'IA rentre dans le management, comment je gère une boîte avec l'IA, quoi. Il est indispensable, cet enseignement. C'est absolument indispensable. Et vous proposez ça. Et il y a d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un collègue à moi qui s'appelle Brynjolfsson qui fait une étude aux États-Unis. Ils ont montré d'ailleurs l'utilisation de l'IA générative, qui est la nouvelle, pour une boîte de conseil qui conseille des entreprises pour l'adoption de software. Et donc, ils ont des employés philippins, et quand ces entreprises américaines qui veulent mettre du software veulent avoir le service de cette entreprise-là, ils tombent sur des employés philippins. Eh bien, les employés philippins qui ont accès à l'IA générative
peuvent répondre à beaucoup plus de questions en laps de temps donné. C'est la même qualité, mais la productivité augmente énormément. Donc ça montre à un niveau micro, ce que je disais tout à l'heure, en quoi l'IA est un facteur de croissance, évidemment. Ça permet de répondre beaucoup plus vite à des questions qu'ont les entreprises. Beaucoup d'entreprises veulent aller dans le numérique et elles ont besoin d'éléments. Eh bien, l'IA générative t'aide énormément à le faire beaucoup plus vite. Vous proposez 5 milliards de crédits. 5 fois 5. 5 fois 5 5. fois 5. 25. Absolument. C'est magique, mais c'est des crédits publics. Ça, c'est public, ça serait le compromission public. En tant qu'enseignant, chercheur et tout ça, oui. vous ne pensez pas qu'un des problèmes de la France, c'est la capacité qu'a le secteur public de recherche à s'articuler avec les entreprises? Alors, c'est très important. Les choses en parallèle. Absolument, il faut des incubateurs. Moi, je pense que le modèle israélien est très bien. Il faut faire des technions en France, quoi. Bon, on a des incubateurs quand même. Hein. Oui. Si vous allez sur le plateau de Saclay, il commence à y avoir des incubateurs. ECP aussi, il y a un. Voilà, donc il faut développer, mais il faut que la partie publique est importante. Pourquoi la partie publique est importante? Parce que sinon, ils vont tous dans le privé. Les chercheurs vont tous dans le privé. Absolument. Ils sont happés par le privé. Et je pense que c'est très important qu'il y ait une composante publique également. Oui, aux États-Unis, c'est très important d'avoir Stanford à côté de la Silicon Valley. Ça serait embêtant que Stanford disparaisse et qu'il n'y ait que la Silicon Valley. Et justement, vous enseignez à l'INSEAD, qui est une école un peu, pas concurrente, mais amie de l'ESCP. Oui, est-ce que vous considérez que cet enseignement un peu particulier, qui est l'enseignement des business schools, est à la hauteur de la destruction créatrice, de l'innovation? Ou est-ce qu'on est dans une vision un peu du manager classique Il faut aller dans cette direction. Moi, je pense qu'en France, c'est important d'avoir l'esprit de la destruction créatrice complètement. Donc, moi, je fais un cours à l'INSEAD, un cours de Master in Management qui est complètement, qui est très basé sur ce livre. Voilà. Donc, et je dirais que c'est un plaisir d'enseigner ce cours parce que les élèves sont répondent. Enfin, c'est vraiment un plaisir d'enseigner ce cours. Je pense aussi que ce qu'il faudrait en France, c'est d'enseigner comment on traite les employés. Je pense qu'il y a un gros problème. C'est très important, je suis d'accord avec vous. On en parle d'ailleurs dans le rapport sur l'IA, c'est parce que l'IA peut être aussi un outil pour aider le dialogue social. Je pense que la réforme des retraites, bon, je pense que c'est très bien qu'on ait fait la réforme des retraites, mais ce qu'on a vu apparaître, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les gens sont pressés de partir parce qu'ils ne sont pas heureux. Et il y avait eu des livres, Philippon avait écrit là-dessus, d'autres gens ont écrit là-dessus. Il n'y a pas une bonne culture, et dans les business, on n'en peut pas suffisamment comment tu traites tes employés. Oui. Moi, ici, ce n'est pas mes employés, c'est mes collaborateurs. Hein. J'ai un centre de recherche, on est donc dans mon laboratoire. Je pratique ce qu'on appelle le management par enthousiasme. Ah, magnifique. Je dis à mes gens, vous êtes bons, parce que d'abord, ils sont bons, ils sont géniaux. Et j'essaie de tirer d'eux le meilleur. Et c'est formidable comme méthode de management. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment enseignée en France. Elle n'est pas du tout enseignée. Elle n'est pas du tout enseignée. Beaucoup de gens partent parce qu'ils disent « je ne suis pas heureux, je me sens humilié ». J'ai encore une personne qui travaille, je ne veux pas donner son nom, elle travaille pour quelqu'un, et il la maltraite. Il lui dit un jour « ton truc est bien », et 5 minutes après, en fait, ce que tu fais est nul. Donc elle pleure, tu vois. Pourquoi tu dois faire pleurer quelqu'un qui travaille avec toi? Tu dois au contraire l'encourager, lui dire qu'il est bon, tu vois, le pousser, te dire « je dois me soucier de leur avenir ». Moi, je me soucie de ce qu'ils deviennent, tu vois. Je les fais partir aux États-Unis, en Angleterre, ce qu'ils vont devenir après. Placement, la culture du placement. Ça doit être un endroit où tu rebondis. Et ça, c'est pas enseigné dans les business schools, pas assez. J'ai aussi, par exemple, j'ai connu un patron suédois qui s'était occupé de Docker, de chantier naval en France. Et il avait dû faire une restructuration. Il avait réuni tous ses employés. Il a dit, écoutez, voilà moi le problème que j'ai, voilà ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et les employés lui ont dit, vous savez, monsieur, jamais on nous avait fait réunir comme ça pour nous consulter. Avant, c'était imposé. On ne nous expliquait pas, on nous traitait comme des pions, quoi. C'est ça qu'il faut changer. Je pense que ça aussi, c'est très important. Vous avez la nostalgie de l'autogestion de vos années. Non, c'est pas forcément de l'autogestion. Non, c'est pas de l'autogestion. C'est plutôt, plutôt de la co-gestion. C'est plutôt expliquer, c'est plutôt tirer. Tu vois, je veux dire, je crois que c'est vraiment de dire que tes employés, c'est des gens dont tu peux tirer beaucoup et dont tu dois voir le futur. Tu dois les pousser, quoi. Comme si tu avais des élèves que tu veux pousser. C'est pas de l'autogestion. Tu as des boss, tu as de la hiérarchie, mais tu as de la mobilité à l'intérieur de l'organisation. Alors, on arrive un peu au terme de cet entretien. Je vais encore vous poser 2 questions et éventuellement donner à Christina l'occasion de conclure avec vous. Mais la première question, c'est un de vos lointains prédécesseurs, qui était Michel Chevalier, qui était un des professeurs dans la période et qui a signé un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni. Absolument. En 1871, au moment où la France... Mais le roi Beaulieu n'était pas d'accord avec lui. Je crois qu'il se connaissait. Il se connaissait, le roi Beaulieu. Chevalier allait dans la maison. C'est ça, j'ai des photos de Chevalier. Parce que mon amie, son beau-père était le roi Beaulieu,
Et elle avait des photos et de le roi Beaulieu jeune et de chevalier jeune, parce qu'il allait, gamin, passer des vacances. Oui, Les familles se connaissaient. Exactement. Mais là-dessus, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord parce que le roi Beaulieu était Mais plutôt protectionniste. C'était une dispute de famille. Voilà. Et Vous Chevalier saviez, ça. était plutôt Ce sont les libre-échangiste. Il est pires. incollable, il est incollable. Ce sont les pires. Hein. C'est tout, je ne peux rien lui apprendre. Mais non, mais alors, justement, Chevalier en 1871, Voilà, juste exactement. après Voilà. l'année terrible, il dit en fait les 4 mots magiques pour sauver la France, pour sortir la France de sa situation délicate, c'est liberté, instruction, épargne et travail. Alors on a parlé pas mal de liberté avec la concurrence, on a parlé pas mal d'instruction avec la formation. Mais non, l'éducation c'est très important. On n'en a pas assez parlé ici d'éducation. Et vraiment, mon ami Xavier Jaravel a beaucoup travaillé là-dessus. Le chapitre 10 du livre est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que c'est très important. Je parlais de politiques qui peuvent vous rendre à la fois plus innovant et plus inclusif. L'éducation en est un. On sait que la probabilité de devenir un innovateur est très corrélée au revenu des parents. Mais pas forcément parce que les parents payent pour votre école. C'est vrai aussi en Finlande, c'était vrai en Finlande, où l'école est gratuite. Parce que les parents qui gagnent plus, en fait, sont des parents aussi qui savent davantage et qui peuvent vous transmettre non seulement du savoir, mais des aspirations. Si vous avez un système maintenant beaucoup plus inclusif, où les devoirs sont faits à l'école, où vous êtes suivi à l'école, on vous apprend à apprendre à l'école, à ce moment-là, la dépendance par rapport aux revenus des parents change. C'est-à-dire que beaucoup plus d'enfants, même de milieux défavorisés, peuvent accéder et devenir des innovateurs. Donc ça vous rend à la fois plus innovant, vous avez moins d'Einstein perdu. Vous voyez ce qu'on a. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de gamins très malins qui peuvent devenir quand même innovateurs parce que peut-être que par les parents ils ne pouvaient pas, mais par l'école ils peuvent. Et c'est pour ça que l'école est un outil indispensable. Et il y a eu des études beaucoup plus récentes qui disent, avant même les subventions à la R&D, l'éducation est un socle indispensable d'une politique sérieuse d'innovation. Ça commence vraiment à l'école. C'est très important. Donc là, il avait raison de mettre l'école. Je crois que c'est très important. L'instruction, c'est très important. Et l'épargne, c'est un mot qui a un peu disparu du langage des économistes. Oui, mais il faut une épargne. Oui, mais il faut la placer intelligemment. Si tu mets l'épargne uniquement dans l'immobilier, ça ne le fait pas. Donc il faut une épargne mobilisée. Et c'est là que, je parlais des investisseurs institutionnels, les fonds de pension américains, ça c'est de l'épargne bien utilisée parce que c'est de l'épargne qui finance de l'innovation. Si c'est uniquement de l'épargne qui finance juste du bâtiment, ça ne le fait pas. Je ne suis pas contre le secteur du logement, il faut développer des logements. Il nous manque des fonds de pension en France alors alors il faut en tout cas un pendant des fonds de pension. Il faut quelque chose qui puisse les remplacer. Je pense que ça nous manque. Et une chose peut-être aussi, peut-être que certains ont sous-estimé, c'est que moi je suis pour l'ouverture des économies, mais il faut des marchés du travail qui soient adaptés. Et ce qu'ils ont de formidable au Danemark, c'est la flexisécurité danoise. Quand vous perdez votre emploi au Danemark pendant 2 ans, vous recevez 90% de votre salaire, mais on vous aide à trouver un nouvel emploi. Et si vous refusez plus que 2 emplois dans votre qualification, alors là, les allocations baissent. Et c'est un système qui marche très bien, parce que ça accommode la destruction créatrice, ça permet aux entreprises de créer et de détruire des emplois, d'innover, mais en même temps, ça réduit le stress du côté des employés. Ça a été montré. Alexandra Roulet, ma collègue, qui est à l'INSEAD, a montré que quand tu perds ton travail au Danemark, ça n'a aucune incidence négative sur la santé, alors que Deaton et Anne Case et Angus Deaton ont montré que tel n'est pas le cas du tout aux États-Unis, par exemple. Et ça, et je pense que, si tu veux, un des gros problèmes Trump et le populisme est venu aussi beaucoup parce qu'il y a la peur, si tu veux, la peur de l'ouverture vient du fait aussi que dans certains pays, le marché du travail ne te permet pas, ne protège pas contre le fait que tu perds ton emploi. Si tu avais un système danois, tu aurais beaucoup moins peur de l'ouverture. Donc il faut l'ouverture, mais il faut un marché du travail qui accommode l'ouverture. Voilà. C'est pour ça que je suis très admiratif de la flexisécurité danoise, personnellement. Parce qu'elle soutient l'ouverture. Sinon, le problème de l'ouverture, c'est que tu peux avoir des réactions populistes. Tu peux avoir Trump aux États-Unis, tu vois, tu peux avoir le Brexit en Angleterre, parce que dans chacun de ces cas, tu as eu de l'ouverture sans avoir ces systèmes de protection qu'ils ont, qui sont à la fois de protection et qui te poussent à innover. Surtout qu'en Angleterre, ils avaient les 0 heures, c'est un contrat inadmissible. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il faut rendre soutenable et acceptable socialement l'ouverture. Ça, c'est peut-être ce qui manquait, parce que peut-être à l'époque, on n'avait pas suffisamment réfléchi. Je pense que parce que j'aime tellement l'ouverture, je la veux soutenable. Et parce que je la veux soutenable, il faut trouver un modèle qui la rende soutenable. Et là, je crois que les Scandinaves, le Danemark particulièrement, a des leçons à nous donner. Et alors, sur travail, c'est un mot qui redevient dans le discours de nos dirigeants, je ne dis pas à la mode, mais on a besoin de travailler. Bon, est-ce que les 35 heures, c'est un tabou sur lequel il va falloir revenir? Je pense que 35 heures était une erreur, c'est évident. Il ne fallait pas les faire. Et surtout pas quand elles ont été faites, on est tous d'accord là-dessus. Donc il faut qu'on travaille davantage, plus longtemps et davantage. Mais je pense que, si tu veux, une partie, tu peux le faire en disant j'utilise le bâton,
Mais moi, je crois toujours dans la combinaison du bâton et de la carotte. Quand j'ai parlé tout à l'heure du bonheur au travail, je pense qu'on a un gros problème chez nous de bonheur au travail. Oui. Si les gens étaient heureux au travail, ils seraient moins pressés de prendre des vacances et de partir. Donc je pense qu'il faut agir sur les deux fronts. Pour le moment, je vois M. Attal agir sur le front du bâton, mais je ne vois pas M. Attal agir sur le front de la carotte. Et je pense qu'il faut le mélange de la carotte et du bâton. Alors, ma dernière question, c'est, vous avez été professeur à Harvard, vous connaissez bien les Oui. États-Unis. Les États-Unis, c'est un peu plus de la moitié des prix Nobel d'économie. Est-ce Oui. que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a vraiment une sorte de... Vous qui avez fréquenté le monde universitaire américain, est-ce qu'il y a vraiment une espèce de spécificité, de volonté des Américains de dominer ce secteur intellectuel et de recherche? Mais c'est vrai, alors c'est vrai qu'au départ, c'était en Angleterre quand Absolument. même. Hein. Donc l'Angleterre a été. Bon, nous d'abord, il y a eu de très grands économistes en France, quand même la tradition Dupuy. Oui. On a eu quand même, on a eu Walras, on a eu Say, Walras, enfin quand même des grands. Les Anglais étaient très jaloux d'ailleurs, ils font semblant de croire que Walras était suisse parce qu'il enseignait à Lausanne. Oui, je sais. Il est d'Evreux, c'est ça? Pareil, voilà. Absolument. On a eu Cournot, enfin quand même des grandes traditions françaises. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, l'Angleterre était joué un rôle très important. Et après, ça s'est exporté aux États-Unis. Et c'est vrai que les départements américains sont vraiment des départements d'économie très très dynamiques. Et donc ça depuis de très longtemps. Et ça, ils en récoltent les fruits. Bon, c'est un grand pays aussi. Mais ils attirent aussi les très bons économistes d'ailleurs. Donc ils les font venir aux États-Unis. Et donc c'est ça aussi, c'est qu'ils ont les moyens de les attirer. Et nous malheureusement, avec les salaires qu'on propose en France, on n'arrive pas à attirer les très bons étrangers. Enfin, donc ils l'ont fait parce qu'ils ont une politique très volontariste d'attirer les meilleurs et qu'on considérait que l'économie c'était très important. Mais nous aussi, ce qui s'est passé en France, c'est très bizarre. C'est qu'aux États-Unis, en général, un président de banque centrale ou un secrétaire d'État au Trésor, enfin même ministre des Finances, est un universitaire qui a fait une thèse. Chez nous, c'est très rare. Chez nous, c'était un énarque. Oui. Mais en général, il n'avait pas fait de thèse d'économie. Dominique Strauss-Kahn est une exception. Mais en général, ceux qui font de la recherche en économie, on ne les prend jamais au sérieux en France pour conseiller en économie. Alors que même en Angleterre, Mervyn King était professeur, j'ai connu Mervyn King, professeur à la London School of Economics. Moi, Janet Yellen, qui est maintenant donc secrétaire d'État, je l'ai connu prof à Berkeley. Quoi. Ben Bernanke, il avait essayé de m'embaucher à Princeton, donc comme quand il était prof là-bas. Et en France, beaucoup moins. Il y a cette, c'est pas, voilà. Et aux États-Unis, c'est vraiment, ils prennent très au sérieux la recherche en économie et ils donnent un rôle important aux chercheurs en économie. Christina, le mot de la fin, la question de la fin. Mais en fait, moi, je suis ravie que vous avez abordé la question de l'humain et la question de la souffrance en entreprise, oui. Parce qu'il est vrai que c'est un oui. des grands défis voilà, de la France. Quelqu'un d'autre qui l'a abordé avant vous au niveau européen, c'est Umberto Eco, quand il a fait oui. son speech inaugural à Columbia. Il parle du fait comment, en fait, le nazisme s'est un peu transposé dans le management actuel des grandes entreprises. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'en fait, on regarde plus ce que ça a donné que la dynamique qui est arrivée là et quel est le nazisme vraiment originel, archétype. En France, je ne dirais pas que c'est le nazisme. En France, Yann Algan a travaillé là-dessus, très, très intéressant. Il dit que c'est la transposition du système scolaire. Nous, on a un système scolaire qui était assez militaire au départ. Je ne vais pas du tout rager là-dessus, je suis très pour l'école de Jules Ferry. Mais comme vous le savez, Jules Ferry, c'est la conséquence de Sedan. On a perdu la guerre de 70-70, on l'explique d'ailleurs très bien dans le livre, ici également, chapitre 15 du livre. Donc il y a eu Sedan. Et donc après, on a vu qu'en France, en fait, on ne pouvait pas avoir vraiment une armée parce que les gens parlaient des patois et c'était une tour de Babel, quoi. Donc il fallait vraiment enseigner le français correctement et le patriotisme. Et ça se faisait à l'école. Donc on a fait une école française qui était, moi je me rappelle quand j'étais gamin, c'était assez militaire, un peu trop, quand on était en rang par deux, etc. Bon. Mais ce qui s'est passé, et on ne discutait pas le professeur, on n'interrompait pas le prof, dire attendez monsieur, là ça va pas, qu'est-ce que vous me racontez? Ça ne se faisait pas chez nous. Bon. Et quelque part, l'entreprise est une transposition de l'école chez nous. Voilà. C'est ça qui s'est passé. C'est plutôt ça. On ne questionne pas le supérieur, quoi. Et c'est un peu le syndrome
très bien montré par Louis de Funès dans Le Grand Restaurant, le syndrome septime. Je suis obséquieux avec mon supérieur et tyrannique avec mon subordonné, quoi. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le gros problème français, quoi. Il faut qu'on sorte du syndrome septime. Voilà. Donc, l'acteur était merveilleux, donc je suis un fan de l'acteur, évidemment. Ah oui, mais on est tous fans de Louis de Funès. Voilà. Et je suis un fan de sa petite fille qui est extraordinaire. Julia de Funès. Je suis un grand admirateur. Oui, ça je comprends, effectivement. Voilà. Ce qu'elle dit est très intéressant et très structuré. Elle est remarquable, absolument remarquable. Absolument. Eh bien écoutez, voilà, on conclut sur Septime, sur le Grand Restaurant. Voilà. Encore merci Philippe de nous avoir accueillis, puisque nous sommes dans les locaux du Collège de France. Et puis je donne aux élèves et aux étudiants de l'ESCP rendez-vous pour de nouveaux entretiens. Et qu'on peut rendre le Ronde meilleur et on peut devenir à la fois plus innovant et plus inclusif. Que l'un va de pair avec l'autre. Éducation, concurrence, marché du travail bien organisé, ça vous rend à la fois plus innovant et plus inclusif. Voilà. Et plus humaniste. Voilà, absolument. Merci. Merci. Au revoir.